S'il y a bien quelque chose que j'adore de manière générale dans les séries ou les adaptations, ce sont les easter eggs. Des références, des clins d'œil ou des détails cachés dans les œuvres. Ne pas les voir ne fait pas grand chose, mais quand on les remarque, il y a un genre de sentiment de satisfaction et parfois de nostalgie qui nous étreint. Et j'adore ça. Le film Ready Player One de Spielberg, adaptation du roman Player One, en est complètement rempli. La saison 2 du live action de One Piece était également un parfait exemple de chasse aux œufs. La saison 1 d'Has-Been était elle aussi remplie d'easter eggs, alors pourquoi pas se pencher sur la seconde pour voir si on peut y trouver tout autant de références. Et croyez-moi, rechercher toutes ces références, ça donne soif. Et ça tombe bien parce que la vidéo du jour est sponsorisée par Oli, la sainte boisson de tous les winners. Oli, c'est une marque de soft drink composée de 4 types de boissons pour 66 saveurs différentes. On est passé à 600 saveurs près de faire un partenariat avec Lucifer. La gamme vous propose donc des iced tea pour une consommation occasionnelle ou partir faire la fête avec Emily, les Oli Energy pour garder la pêche toute la journée et qui, grâce à la New Caf, vous évite le crash post-caféine, et vu toutes les activités à faire au paradis, vous en aurez bien besoin. Attention tout de même seulement à partir de 16 ans. La gamme Hydration, qui est ma gamme préférée. Normalement, c'est une gamme plutôt pour les sportifs, riche en électrolytes et en minéraux. Personnellement, c'est juste qu'il y a mon goût préféré dedans, le goût Sour Cherry, qui sera rappelé à Serpentius, sa bien-aimée. Enfin, leur gamme la plus récente, les milkshakes. Des boissons lactées à boire chaudes ou froides avec des petits animaux. Vraiment très choupi! Et il y a même un parfum à la store, regardez. Les boissons sont sous forme de poudre, que ça soit en sachet ou en boîte, il vous suffit de mettre une dose dans votre shaker, de secouer et voilà, aussi simple que de garder la porte finalement. Attention évidemment à consommer avec modération, le but c'est pas de remplacer l'eau. Si vous voulez découvrir la marque, laissez-vous tenter par le Starter Pack de luxe qui contient des sachets de chaque gamme et un shaker offert afin de savoir quelle boisson vous correspondra le mieux. Vous pouvez utiliser mon code Octolady5 pour 5 € de réduction sur votre première commande ou encore le code Octolady pour bénéficier de moins 10% sur toutes les commandes. Installez-vous avec un chocolat chaud, un cookie ou un Oli et bienvenue dans 85 faits et easter eggs de la saison 2 d'Has-Been Hotel. 1. L'univers du Helaverse ne s'est pas toujours contenté des seules séries, il fut un temps où les comptes Instagram existaient. Sur ceux-ci, nous avions pu découvrir Quiff, un petit chien-mouche appartenant à Valentino. Depuis, on a pu apercevoir ces petites bêtes à la fois dans Helluva Boss, mais aussi dans la séquence d'intro de la saison 2. 2. Il arrive parfois que les acteurs fassent plus d'un rôle dans la série. C'est par exemple le cas de Lily Cooper, Christina Alabado et Kimiko Glenn, respectivement Velvet, Cherry Bomb et Nifty, qui chantent en tant que Husket dans Love in a Bottle. Ou encore de Joel Perez, l'interprète de Valentino, qui prête également sa voix au reporter qui a tué sa femme au tout début de la saison. 3. Les détails visuels sont pléthores dans cette saison. Sur le journal de Vox, on remarque l'assistant VoxTech qui indique que le micro est toujours actif, chose qu'on a pu remarquer d'ailleurs dans l'épisode 4 quand la voix d'Alastor en sort. Ou encore l'ordinateur VoxTop qui indique que toutes les données sont sauvegardées, référence aujourd'hui à toutes les plateformes et sites qui volent ou conservent nos données en ligne. 4. Chacun des Viz possède des employés qui lui ressemblent. Les employés de Vox sont toujours en lien avec le cinéma, la technologie ou les poissons. Ceux de Valentino sont principalement des insectes. Et si on n'a pas trop eu d'aperçu en saison 2 de ceux de Velvet, on voyait bien en saison 1 que c'était majoritairement de jolies jeunes filles. 5. Les assistants de Vox, Valentino et Velvet s'appellent respectivement Ethan, Travis et Melissa. Melissa est nommée directement en saison 1, Travis est un personnage connu depuis le pilote, et pour Ethan, si vous n'avez pas acheté de merch depuis la saison 2 et donc n'avez pas reçu d'email de sa part, vous pouviez apercevoir son adresse mail juste ici. 6. Les designs atypiques d'Has-Been Hotel font partie de l'identité de la série. Ainsi, on voit que chaque sinner possède toujours 4 doigts. Il est donc marrant de réécouter cette blague de Cathy Kijol qui joue clairement là-dessus. C'est bien que j'ai 5, compte mes doigts, 5 minutes par jour pour profiter de ma pause clope. 7. La relation de Vox et Valentino est quelque chose de caché et non assumé. Et on peut le savoir au travers du personnage de Cathy. Dans l'épisode 1, le personnage fait clairement des avances à Vox, qu'il rejette immédiatement. Et beaucoup plus tard, dans l'épisode 4, Cathy a non seulement des propos homophobes envers Charlie, mais admet détester les homosexuels. Petit détail certes, mais qui donne un peu de lore. 8. La blague sur la présence du personnage de Rooster était vraiment drôle. Mais était-ce vraiment une blague? Eh ben pas vraiment, le personnage est présent dans absolument tous les épisodes de la saison. Franchement, il mérite sa carte. 9. Le personnage de Baxter est un scientifique fou, et c'est un hommage à une série des années 90, le laboratoire de Dexter, à la fois dans son design
design dans son comportement ou plus simplement son prénom. 10. Le pilote n'est jamais très loin. Nous voyons plus de Sinners dans l'hôtel cette saison, des Sinners que nous avions déjà pu apercevoir des années plus tôt dans le pilote. 11. Si Lilith s'est encore fait discrète cette saison, on a pu la voir un peu plus qu'au paradis. Dans certaines rues de l'enfer et plus particulièrement dans le quartier d'Evis, on peut voir de nombreux posters du mouvement Résiste qu'elle menait. 12. La jalousie de Vox envers Angel Dust n'est plus approuvée après cette saison. Mais des fois des petits détails viennent d'accentuer cette jalousie, comme cette photo d'Angel Dust complètement gribouillée lors de la chanson d'introduction par exemple. 13. On va rester chez les Viz un petit moment. Le contrat que Vox et Valentino présentent à la jeune Sinners lui demande de céder l'exploitation de tous ses trous, pour le dire poliment, et ça inclut également les paupières. 14. Dans la chanson Trust Us, Vox et Valentino chantent tous les deux qu'il n'y a aucun mal à être surexposé. Dans le plan, Valentino et la Sinners se retrouvent alors nus devant les photographes, là où Vox, qui a lui-même prononcé cette même phrase, reste totalement habillé. Ce passage nous montre plusieurs choses, son hypocrisie et son besoin de contrôle. 15. Un procédé courant sur internet ces dernières années, lorsqu'un créateur de contenu merde ou fait quelque chose de condamné par sa communauté, il fait une vidéo d'excuses. C'est quelque chose qui peut être fait sous la pression des attentes, et justement, la Sinners en fait une juste ici, alors qu'elle n'a strictement rien fait de mal. 16. Les Viz dépersonnalisent pas mal les gens avec qui ils travaillent, particulièrement Valentino qui parle d'Angel comme d'une possession. Et ça, c'est visible jusque dans les contrats qu'ils font signer à leurs contractants, qui ne les voient absolument pas comme des personnes, mais comme des âmes à posséder. 17. On dit souvent qu'il ne faut pas prendre la grosse tête, et pour quelqu'un comme Vox qui a l'ego d'une planète, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. On voit qu'au fil des années, la tête de Vox est devenue de plus en plus plate. Pour autant, l'Overlord les garde toutes et les a exposées dans son bureau. 18. Encore une fois, la jalousie de Vox le pousse à donner en snack à Shockwave une des conquêtes de Val. Mais chose rigolote à remarquer, cette poissonne était rousse. Comme pas mal de victimes de son vivant. Vincent ne serait-il pas rupophobe? 19. C'est pas du tout un easter egg, mais il y a pas mal de petits soucis de timeline dans la saison. Le fait que Vox parle par exemple des problèmes de comportement de Velvet envers Carmilla ou encore que Valentino a frappé Angel, ces événements se sont déroulés il y a quelques mois à l'échelle de la série. Tout comme quand Emily dit à Pentious que c'est son premier jour au paradis, celui-ci sous-entend qu'en réalité il est là depuis bien plus longtemps. C'est encore plus flagrant dans l'épisode 4 lorsque Velvet sous-entend qu'ils sont venus avec Vox le jour d'avant à l'hôtel, alors que Cathy parle du reportage d'il y a une semaine. 20. Dans une des scènes où Valentino frappe Angel, il utilise un yaoi paddle. Des planches en bois avec les termes yaoi inscrits dessus qui ont été popularisés en convention dans les années 2000, puis totalement interdites en vente en 2010. La raison, les gens s'en servaient pour fesser les gens sans leur consentement, voire même comme des armes. 21. Vox est un personnage avec une tête de TV. La lumière de son écran s'ajuste en fonction de son environnement, mais également lorsqu'il rougit. Ça lui arrive au moins 4 fois dans la série, lorsque Valentino lui fait remarquer qu'il est obsédé par lui, lorsqu'il s'apprête à demander à Alastor d'être partenaire, lorsque Valentino l'interrompt dans sa joute avec Alastor, et enfin lorsqu'Alastor le surprend à mater Valentino. 22. Ce n'est plus un secret, Valentino est l'artiste de la bande des Viz. On le voit dessiner durant la réunion et on voit aussi deux de ses portraits présents dans les bureaux de Vox. Portraits qui le représentent toujours lui, bien évidemment. L'un de ces deux portraits est d'ailleurs devenu une carte ultra rare de la nouvelle série de cartes. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, il existe depuis quelques mois une vidéo officielle d'art vlog de Valentino qui était cachée sur le site de VoxTech. Dans cette vidéo, on assiste à plusieurs dialogues entre les Viz et qui nous montrent leur relation au quotidien, de quoi vraiment alimenter la rumeur d'un spin-off sur eux. 23. Durant sa petite présentation, Vox nous montre les dessins de son plan. On voit bien évidemment Alastor mort sur le côté et qu'il a un esprit très fin en ayant remplacé le has-been par has-been. Très drôle. À 24, maintenant que le crossover entre les deux univers du Helaverse est possible, on voit plus de références du second univers de Vivienne dans cette nouvelle saison. Dans la chambre de Lucifer, on peut voir de nombreux cadres photos dans lesquels on reconnaît les silhouettes des 7 péchés capitaux. D'ailleurs, dans l'épisode 4, on voit que ces derniers ont tous envoyé des cadeaux à leur roi. Mammon lui demande même de revenir. 25, pour continuer rapidement sur les 7 Deadly Sins, on voit que Charlie a différents contacts avec les princes et princesses des autres cercles dans son portable. Là où en saison 1 nous n'avions le droit qu'à des noms, maintenant il y a des photos qui sont présentes en face. 26, petite incohérence à pointer, on sait que les winners ne peuvent pas descendre en enfer et on sait que Vox veut monter au paradis. Mais tout comme ce n'est jamais expliqué sur le comment les Viz comptaient arriver au paradis, Valentino pose la question car factuellement, aucun d'eux ne savait comment faire. Get up there. 27, tout comme en saison 1, pas de Lorel Ipsum chez Vivienne.
tout texte à l'écran est lisible. On peut d'ailleurs lire dans les premiers bandeaux du 666 News que Charlie voulait juste garder les anges pour elle pour pouvoir les baiser, et que le gars qui écrit les téléprompteurs a donné son âme au vise en échange de 20$. 28, allons faire un petit tour au paradis. Le Speaker of God ressemble énormément à un Goétia, et c'est tout simplement dû au fait que Lucifer a créé les Goétias et qu'il est inspiré de ce qu'il connaissait pour. 29, dans le laboratoire de Pentious, on peut déjà remarquer les plans du dirigeable qu'il construira plus tard en enfer. 30, d'ailleurs la personne qui l'a couverte est clairement sous-entendue comme étant Jack l'Éventreur. Pentious parle des 4 autres victimes qu'il a fait, mais aussi du fait qu'il ait été un de ses clients et quelqu'un d'influent. Jack l'Éventreur a souvent été soupçonné d'être un médecin ou un homme de la haute société. 31, dans le jardin, le personnage censé être Lilith déguste des quartiers de pommes, une référence évidente à Ève, un peu comme Adam qui mangeait des côtelettes dans la saison 1. 32, la coque de téléphone représente d'ailleurs un pommier représentant du péché original. Les racines de l'arbre sont également référence aux racines du mal que représentent les pommes pour le paradis. 33, sur ce même téléphone, on peut voir que Lilith a 687 coups de téléphone en absence de Lucifer, ce qui représente environ un appel tous les 4 jours depuis 8 ans, en supposant qu'il ne l'a évidemment pas rappelé 50 fois le premier jour. 34, on retrouve beaucoup de pangolins au paradis, en référence au fait qu'ils ont été accusés à tort de la pandémie de Covid-19, sûrement car c'est aussi l'un des animaux les plus braconnés au monde. 35, tout comme en saison 1, nous avons de nouveau le droit à un caméo de Molly, la sœur jumelle d'Angel Dust, qui se trouve elle au paradis. On espère enfin la voir interagir avec d'autres personnages en saison 2. 36, lorsque Sir Pentious tente de se tirer une balle dans la tête, des confettis aux couleurs du drapeau bisexuel en sortent, tout simplement parce que c'est la sexualité de Sir Pentious. 37, dans la saison 1, Adam sous-entendait qu'il faisait partie d'un groupe de musique au paradis, et vu son bureau, on peut constater qu'il était vraiment un sacré rocker. On peut voir différentes guitares et plusieurs disques exposés dans son bureau. 38, lors de la chanson Gravity, l'hallucination d'Adam vient se placer sur un bout de vinyle planté dans le mur, ainsi on a l'impression qu'il se trouve pile à l'endroit où il a été poignardé de son vivant, cauchemar qui hante Lutte et qui la hantera encore pendant longtemps. 39, Velvet est la vis dont on dédramatise le plus les actions. Pourtant dans cette scène, ce que l'on la voit préparer est de la Love Potion, la fameuse drogue faite à partir de la salive de Valentino. On a pu voir sur plusieurs posters d'ailleurs qu'elle en faisait elle-même la promotion. 40, la haine que Vox voue à Alastor est bien plus que ça, c'est un credo. De nombreuses fois lorsqu'il affiche lui-même ses hologrammes, on peut toujours en voir un insultant l'Overlord de la radio. 41, d'ailleurs, notre Overlord est visible dans le flashback des Overlord's Game, serrant la main à Baxter. On peut voir qu'il est déjà dans sa période post-Alastor, car il ne possède plus la même tête qu'à cette même période. 42, les vitraux de l'atelier de Baxter et Pentious peuvent faire penser à ceux de la chambre d'Enid et Mercredi. Détail intéressant, on voit qu'il n'y a des yeux que du côté de Baxter, et les yeux sont en général un signe que le mal s'infiltre, comme par exemple dans l'ambassade du paradis qui, après avoir été abandonnée, en est totalement recouverte, alors que c'était absolument pas le cas en saison 1. 43, cette saison, les différents shippers ont été servis. Dans la communauté, on adore imaginer que les personnages se donnent des surnoms entre eux, et on dirait que nous avons été écoutés. Husk appelle Angel Legs, Lucifer appelle Alastor Bambi, Val appelle Vox Papi, et Vox fait même une référence au nom de son ship avec Alastor lorsqu'il lui dit préférer le silence. You know, I think I prefer the silence. 44, ce n'est d'ailleurs pas la seule référence faite au fandom cette saison. Dans l'épisode 4, Vox dévoile à tout le monde qu'Alastor ne possède pas de queue. Un débat faisant rage depuis des années dans le fandom et qui malgré tout n'a pas pris fin. Après tout, l'Overlord a l'habitude de mentir. 45, ce n'est d'ailleurs pas la seule personne à se jouer des attributs cervidés de l'Overlord. Rosie se permet un petit jeu de mots juste avant de commencer le refrain de sa chanson en disant à Alastor « But remember my dear », dear qui peut être à la fois traduit comme « mon cher » ou « mon cerf ». 46, enfin, pour en revenir rapidement au ship, le Radio Apple est un ship avec lequel on aime bien trouver des parallèles entre les deux personnages. Et cette saison a gâté les fans. Alastor, lorsqu'il se rend à Cannibal Town, porte une veste aux couleurs du veston de Lucifer en sifflotant son couplet dans El Greatest Dad. Ils ont des matching mugs, Duck Hunting et Dear Season, et pour dériver un peu de la série, même leur merch officiel les match ensemble dans leur outfit. Si eux ont surtout du matching au niveau visuel, Valentino et Vox, eux, c'est surtout comportemental, ils passent leur temps à s'imiter l'un l'autre. 47, lorsque Charlie devient Danny Doobad, sa tenue est une référence à Satanas de la série d'animation
d'animation Satanas et Diabolo, un cartoon des années 70 avec un humour très loufoque et très exagéré, à l'image des actions de Charlie dans la scène en question. 48, juste après ces événements, Vox parle d'emmener Velvet au restaurant Dante's Inferno, référence claire à l'œuvre du même nom qui a inspiré énormément la vision que l'on a de l'enfer aujourd'hui, que ça soit dans les religions ou la culture populaire. 49, nos personnages sont un petit peu des sentimentaux et gardent précieusement des objets qui leur sont chers. Charlie a conservé la carte de Rosie qu'elle garde bien visible sur sa coiffeuse, Alastor lui a gardé la couronne de cafard que Nifty lui avait confectionnée, enfin Carmilla a vu son bureau se parer d'un tout nouvel objet, un collier avec des alliances. Ainsi on apprend qu'elle a perdu son ou sa conjointe durant les exterminations, ce qui explique pourquoi elle ne veut pas entrer plus en conflit encore avec le paradis. 50, même si elle était absente de la saison, dans le flashback d'Alastor, nous pouvons découvrir Mimsy de son vivant. 51, si vous avez vu la série uniquement en VF, cela vous a peut-être échappé, mais dans sa séquence d'invocation, Alastor parle français. Tu me prêtes à manger. Et cela est dû au fait qu'il a grandi à la Nouvelle-Orléans et qu'il est en partie créole. 52, d'ailleurs, notre Overlord de la radio, vous le savez, ne perd que très rarement son sourire. Mais pas jamais. Dans cette saison 2, on le voit le perdre exactement 2 fois. Une première fois lors de la chanson avec Rosie, et une seconde fois bien évidemment avec Vox dans son bureau, comme quoi personne n'est infaillible. 53, contrairement à Suzanne, qui elle semble complètement increvable. Si on peut penser qu'il s'agit d'une plaque commémorative pour se rappeler de l'insupportable cannibale, bien au contraire, le panneau dit « En mémoire de Suzanne, on aimerait qu'elle meure encore ». 54, évidemment, durant le live de Cathy, on peut lire beaucoup de choses. Je l'évoque juste pour vous dire que je l'ai vu, mais autant il y a des vannes assez drôles, autant d'autres commentaires ne m'ont pas fait trop rire, donc je préfère vous laisser voir par vous-même. 55, dans le même genre, on a le chat de Velvet plus tard dans l'épisode où on apprend 2-3 trucs, du genre que sa salive ne fait pas partie des ingrédients de la Love Potion, que les cris d'Overlord sont toujours diffusés encore aujourd'hui et que contrairement aux Viz, Alastor n'a pas l'air aimé, mais plutôt craint et que pas mal de monde se réjouit de son downfall. Preuve en est également avec la chanson Bad With Us. 56, petite référence sympathique, le club de Zizi s'appelle le club Kaiju, créature de fiction japonaise principalement des monstres géants comme Godzilla ou Mothra. Vox lui demande d'ailleurs si elle n'a pas détruit une ville aujourd'hui car c'est généralement ce qu'il se passe quand un kaiju est dans les parages. 57, Angel Dust montre à Husk un blobfish sur son portable et l'une des plus vieilles informations que nous avions sur Angel était que son poisson préféré était justement le blobfish. Il y avait déjà une référence du genre dans le clip Addict. 58, les foreshadowings sont très courants dans Hazbin Hotel et la séparation des Viz était quelque chose de très visible dans la série. Tellement visible qu'ils ont illustré cette fracture au moment où Vox et Alastor se serrent la main par un éclair qui les sépare tous les deux des autres personnages. 59, pour continuer sur cette lancée, on avait vu dans la saison 1 que Valentino pouvait ajouter de petites notes en rose sur les écrits de Vox et durant la parade des Viz, on voit que Val a remplacé le I won par We won. Preuve encore que Valentino tient quand même vachement à leur trio. 60, on sait que Vox et Alastor se sont fréquentés il y a 70 ans, sachant qu'Alastor est arrivé en enfer il y a un peu moins d'une centaine d'années, étant donné qu'il est mort en 1933, Vox étant mort en 1952, ils ont en réalité passé très peu de temps ensemble si on prend en compte que le show se passe dans les années 2020. Si on part du principe que la série se passe durant l'année de la sortie de la saison, histoire d'avoir une année de référence, 2021 moins 70 ans ça donne en réalité 1954, Vox a en réalité passé bien plus de temps à haïr Alastor qu'à l'aimer ou être son pote. V'là la relation. 61, d'ailleurs Alastor rit bien de cette information. Durant son fameux non à la proposition de Vox à l'époque, on peut le voir prendre la forme du whiz, ouais, le non-respect était absent ce jour-là. 62, du côté de Lucifer, on a une petite référence trop adorable au Great Gatsby avec la comédie musicale basée sur des canards que le roi semble aimer. 63, les petits détails visuels sont parfois les plus drôles. Dans les coulisses des Viz, on peut voir des cordes apparemment dédiées au bondage, quand d'autres ne le sont spécifiquement pas. Le fait qu'on ait eu besoin de l'indiquer est quand même assez alarmant. 64, avant le numéro musical de Vox, Valentino précise que les danseuses ne sont que des 10 sur 10, sauf une qui est un 8 pour l'inclusivité. Et si on observe bien, la 8 est effectivement un peu différente des autres dans son design, elle est aussi un peu en décalage avec le mouvement des autres, et finalement, Vox finit par la virer du numéro, franchement la pauvre. 65, les chansons sont centrales dans Hazbin Hotel et parfois certaines chansons reprennent les motifs des précédentes. Par exemple, Vox Dei reprend complètement le thème du play de Lucifer de Vox Populi. Ironique, quand il disait vouloir être la voix du peuple, il imite finalement le roi dont le peuple n'a soi-disant pas besoin.
Il le refait également dans When I Think About the Future en reprenant le thème de Once We Get Up There, mais cette fois-ci reprend complètement les codes de son solo dans la reprise de Don't You Forget, preuve encore une fois qu'il s'émancipe des V's à ce moment-là vu qu'il les supprime de son projet. Once we get up there, soon I'll be up there. At the time I've had my fun, you'll wish that you had stayed gone. You can say it last I told you so while I slit your throat. 66, il n'est pas le seul à faire ça d'ailleurs. Lors du solo de Valentino dans la même chanson, on sent clairement un motif similaire à When I See Him Tonight et plus particulièrement la partie de Stolas. Des parallèles sont même faisables dans les plans et les mouvements des deux personnages. 67, on a aussi des petits détails qui nous montrent clairement que la relation entre Vox et Valentino se dégrade. Première chose, contrairement à la saison 1, les caméras ne fixent plus constamment Valentino. Aussi, à la fin de la saison 1, lorsqu'ils dansaient ensemble, on pouvait voir au travers de la fenêtre une TV entourée de cœurs. Et bien, dans le plan de lamentation de Valentino, le cœur est maintenant brisé. 68, pour terminer sur les V's et leur dysfonctionnement, la V-Tower est toujours allumée par 3 couleurs de néon représentant ses 3 propriétaires. Mais dès le début de l'épisode 8, les néons de la tour sont bleus, ne représentant alors plus que Vox, jusqu'à finalement éteindre les 2 autres V de la façade pour ne laisser que le sien s'allumer. 69, revenons sur des détails un peu plus triviaux. Nous savons qu'Alastor est un fin gourmet et nous constatons que monsieur se fait lui-même la cuisine dans sa petite marmite où il demande à Nifty de ne pas la laver car il faut laisser la viande faisander. 70, si on a appris que Nifty était une Overlord dans la saison 2, nous le savions déjà pour Husk. Et d'ailleurs, celui-ci nous emmène dans son propre casino, même si cela a été validé hors série, beaucoup de détails pouvaient déjà nous le faire deviner. 71, lorsqu'un client joue au bandit manchot, l'inscription Loser Baby s'affiche, référence évidemment au duo musical qu'il avait avec Angel en saison 1, sachant que l'épisode est construit en miroir de l'épisode 4. 72, durant Love in a Bottle, Husk dit qu'il préfère oublier les choses auxquelles il pense trop, et au fur et à mesure de cette ligne, les visages des personnages auxquels il pense s'affichent. On a Charlie évidemment, Alastor logique, mais surtout le plus intéressant, Angel. 73, et en parlant du concerné, il est assez évident que la séquence d'Angel sur Losing Streak, et en plus d'être une référence miroir à Loser Baby, est d'inspiration directe de la scène cultissime de Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, lorsqu'elle chante Why Don't You Do Right. Que ça soit la disposition, les paillettes sur la robe, les interactions avec les personnages, tout est un hommage à cette scène. 74, le motel She Took the Kids est une référence à une phrase souvent dite par les pères divorcés ou dont la femme s'est tout simplement enfuie avec les enfants. On voit d'ailleurs sur les panneaux pas de vacances, pas d'amis, faisant référence également à la situation précaire que peuvent avoir à surmonter certains papas dans cette situation. 75, Brider est l'une de mes chansons favorites de toute la saison et elle regorge d'easter eggs. Par exemple le pins de Vincent qui évolue en même temps que son ascension sociale. Au début il n'est qu'un petit poisson, puis un petit bateau car il commence à naviguer dans les eaux plus profondes, l'encre pour montrer qu'il est ancré dans le paysage et qu'il a pris sa place, et enfin le requin car il est au sommet et est devenu celui qui chasse les autres. 76, sur le panneau de présentation qu'il montre à Bob, il y a plein de petites références. Bien évidemment une affiche sur les requins que Vincent affectionne tant, une seconde sur du cola qui explique avoir un taux de cocaïne plus élevé, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Coca-Cola est fait à base de feuilles de coca et de noix de cola, et les feuilles de coca servent en effet à produire de la cocaïne. Enfin, une publicité pour une nouvelle télécouleur est visible, où l'on peut lire le slogan « Cause we're better than dogs », référence au fait que les chiens voient qu'en nuance de gris. 77, d'ailleurs, Bob, ou plutôt de son nom Robert Sinclair, est directement inspiré d'un homme du même nom, Robert B. Sinclair, qui était réalisateur, metteur en scène et romancier, fin des années 50, début 60. 78, le mythique Dunk Vincent, juste avant de mourir, se trouve dans un ancien aquarium désaffecté. Si la mort de Vincent passe pour un accident, on remarque que tous ses adeptes ont les pieds dans l'eau au moment où celui-ci se fait électrocuter, emportant alors tous ses adeptes avec lui. Cela peut faire référence aux nombreux suicides de masse qui se produisent malheureusement dans les sectes. 79, Vincent Whitman est une référence ambulante à William Afton. Premièrement, Vincent était le nom que les fans donnaient à Purple Guy avant que William Afton ne soit canonisé dans la nouvelle The Silver Eyes en 2015. Son nom, Whitman, bien qu'également une vanne sur le fait que Vincent soit tellement raciste que son nom de famille soit Whitman, est aussi possiblement une autre référence à la dénomination Purple Guy, soit le mec en violet, quand son nom de famille signifie homme blanc. Enfin, ce plan qui montre Vincent avec une télé sur sa tête fait clairement penser à ce sprite très connu de Springtrap dans lequel on peut voir William Afton, prisonnier du costume d'animatronique. Je vous passerai le côté tueur en série évidemment. 80, Viviane avait parlé de s'être inspirée de la dynamique de certains personnages d'Invader Zim pour le personnage de Valentino. C'est devenu relativement évident avec cette référence lors de la découverte de Might of Lilith par Vox. I don't like it! Wait, that's what it looks like? Ew, I don't like it.
81 pour rester sur l'Overlord, on remarque d'ailleurs que si Vox prend le lead et fait office de figure de proue, les deux autres Viz font corps ensemble et portent très souvent des tenues similaires afin d'afficher leur unité. 82, dans le final de la saison, lorsque Vox se transforme contre Alastor, tout le monde s'attendait à ce qu'il prenne une forme plus proche de celle de Shockwave, mais finalement l'Overlord s'apparente plus à un virus informatique de type nanobot. 83, en parlant du requin favori de votre Overlord favori, lorsque celui-ci l'appelle à l'aide, il est rigolo de remarquer que Shockwave considère Vox comme son papa. Ce serait drôle de voir quelle mention il utilise pour Valentino et Velvet. 84, et en parlant de daron, Abel, qui a fait tapisserie pendant une bonne partie de la série, arrive à raisonner lutte à la fin de la saison en arborant l'aura de son père. Ce qui est important, c'est qu'il commence son discours en utilisant la même première ligne de dialogue qu'Adam chantait dans Hell is Forever. Let me stop you right there. Let me stop you right there. 85, enfin beaucoup de personnes ont été étonnées que Valentino reprenne le flambeau des Viz à la fin de la saison. Pourtant, une fois la courbe de popularité de Vox effondrée, on se rend bien compte que Valentino est le Viz le plus apprécié. Il faut également se rappeler que Velvet est une jeune Overlord, installée depuis bien moins longtemps, alors qu'il paraît évident que Valentino était populaire avant d'être en partenariat avec Vox, la V-Tower étant très clairement sa propriété. Eh ben, ça en fait des détails cachés, il est bien sûr possible que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez un que vous voulez partager. C'était un plaisir de vous offrir cette petite chasse aux œufs de Pâques avant que les cloches ne passent. Si aujourd'hui nous n'avons pas plus d'infos sur la saison 3, outre qu'elle sortira probablement fin 2027, nous n'allons bien évidemment pas arrêter de parler du Helaverse sur cette chaîne pour autant. Alors j'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour une future vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, merci encore d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt!